pense qu'on peut le dire. 2025 était une des années les plus folles depuis très très longtemps. 2025, c'était une année pleine de sorties, de rebondissements, de moments marquants et de grosses dingueries clairement. Mais aussi forcément de choses un peu plus dures à encaisser. C'est une année où sont sorties pas mal de choses, des choses qu'on attendait depuis longtemps et pour au final en ressortir déçus. Ou à l'inverse, des choses qu'on n'attendait pas du tout et qui nous ont surpris, nous ont marqués et ont réussi à nous laisser une trace. Mais 2025, c'est pas seulement des films, des séries ou des jeux. C'est aussi une année d'événements marquants. Une année où le divertissement, au sens large du terme, a encore une fois montré sa plus grande force. Le Z-Event nous a rappelé à quel point une communauté peut être puissante et solidaire quand il le faut. Le GP Explorer a pris une ampleur complètement folle, presque irréelle, devenant un événement international capable d'émouvoir bien au-delà du simple cadre du streaming. Et surtout, 2025, c'est l'année où plein de nouvelles voix ont émergé, de nouveaux créateurs, de nouvelles personnalités, sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux, des gens passionnés, créatifs, sincères, et qui ont clairement aidé à faire de cette année ce qu'elle a été. Des gens qui, l'air de rien, m'ont aussi redonné quelque chose d'assez essentiel qui m'avait manqué depuis un moment. C'est l'envie de créer, l'envie de partager, l'envie de parler de ce que j'aime et surtout l'envie de enfin me dire que là, ça y est, c'est le bon moment. C'est une année qui m'a motivé et qui m'a poussé à me lancer et quand je vois tout ce qui arrive en 2026, j'ai juste envie de profiter d'une année qui, je l'espère, sera aussi bien que 2025. En espérant que cette énergie, cette motivation reste sur le long terme, hein. Dans cette vidéo, on va donc parler des œuvres de 2025 qui m'ont vraiment marqué. Et je tiens bien sûr à le dire dès maintenant, mais ce n'est pas un classement objectif, hein, c'est pas une liste parfaite, même si j'essaie souvent d'être le plus objectif possible, ça reste ce qui m'a moi personnellement le plus marqué, le plus fait kiffer dans cette année si chargée. Donc n'hésitez pas à partager vos propres coups de cœur en commentaire, à discuter, à débattre, tout ça dans le respect et la bonne humeur, bien sûr. Mais en attendant, installez-vous devant cette longue vidéo parce qu'on va revenir ensemble sur les 3 séries, les 3 films et les 3 jeux qui ont fait pour moi de 2025 une année si marquante. On commence donc avec les meilleures séries de l'année et pour le coup 2025 a été une année plutôt sympa sur ce côté-là. Paradoxalement, c'est une année où on a été très gâtés dans tous les domaines d'ailleurs, certes, mais c'est aussi une année où toutes mes plus grosses attentes se sont malheureusement transformées en assez grosses déceptions. Et vous allez voir que c'est un thème qui va revenir souvent dans cette vidéo. Ce que j'attendais le plus m'a souvent déçu, et ce que j'attendais pas du tout m'a surpris et s'est retrouvé dans le top. Mais avant de passer au top directement, petit retour rapide sur ces fameuses déceptions. Alors c'est pas pour m'acharner ni pour cracher dessus gratuitement, hein, c'est juste que ça fait partie du bilan de ce que j'attendais le plus, et que donc malheureusement ça n'a pas forcément été à la hauteur. Et je pense que pour moi la plus grosse déception série de l'année, ça restera Pluribus. Pluribus, c'est la nouvelle série de Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad et Better Call Saul, que j'adore, et qui revient enfin avec une série Apple TV, avec un concept complètement barré, mais original et neuf, et qui nous a donné 2 premiers épisodes exceptionnels, mais qui par la suite a juste traîné, et traîné, et traîné, et il ne se passe rien dans la série. Jusqu'au tout dernier épisode qui se termine si subitement pour ensuite nous redonner rendez-vous dans 2 ans quand la prochaine saison sortira. Et ça m'a énormément fait chier. C'est une série qui avait des idées, une promesse intéressante, une mise en scène de fou, un acting parfait, mais qui au final m'a juste petit à petit fait chier et perdu au fil des semaines que les épisodes sortaient, au point de perdre complètement l'intérêt. Une autre série qui m'a déçu et qui a exactement le même problème, c'est Severance saison 2. Et celle-là, elle fait encore plus mal parce que la saison 1, elle était littéralement parfaite. Elle était fascinante, intrigante, avec un cliffhanger horrible qui nous a fait attendre pendant 3 ans, pour au final, pas grand-chose, parce que là aussi, dans cette saison 2, on se fait vraiment chier. L'histoire avance pas du tout, et ça se termine encore sur un horrible cliffhanger. On a aussi eu la saison 2 de Mercredi Adams et la saison 2 de The Last of Us, qui étaient toutes les deux aussi pourries que leur première saison, donc bon, pour le coup, aucune surprise sur ce point-là. En revanche, Alieners, grosse série d'une grosse licence et avec un gros potentiel, c'était horrible, une des pires séries de l'année. Et malheureusement, la dernière saison de Squid Game, qui était aussi juste ridicule et inutile jusqu'au bout. Mais bon, du coup, ça c'était pour les séries qui m'ont déçu. Et aussi, petite mention spéciale à Fallout saison 2 qui a déjà commencé et qui pour l'instant est aussi génial que la première saison, mais dont je parlerai plus en détail dans une vidéo critique dédiée une fois que tous les épisodes seront sortis. Maintenant, passons à mon vrai top des séries de l'année, en commençant par une série que je n'attendais pas du tout et qui sur le papier sentait le flop absolu et le projet de trop, pour au final être une des séries les plus vues de l'année. It Welcome to Derry. Ouais, là c'était une très grosse surprise quand même. Alors c'était pas une série parfaite, hein, loin de là, mais qu'est-ce qu'elle était incroyable quand même. It Welcome to Derry, ou Ça, Bienvenue à Derry en français, c'est la nouvelle série préquelle des films Ça. Films que j'adore d'ailleurs et qui font partie de mes films d'horreur préférés. Se déroulant cette fois dans les années 60, on suit un nouveau club de jeunes losers enquêtant sur la mort horrible de leurs amis, causée par nul autre que le monstre absolu Pennywise le clown, qui était absolument terrifiant et à son plein potentiel ici, et toujours extrêmement bien joué par Bill Skarsgård. Hello, Vicky. What's the matter? Seeing things? Oh, I think they see you too.
L'ambiance glauque et gore de la série est très fidèle au film, voire même parfois meilleure. L'esthétique de l'époque marche tellement bien et rajoute du plus pour l'histoire, notamment pour tout ce qui tourne autour du contexte du racisme, qui est un thème assez important dans la série. On a une nouvelle bande d'enfants, tous très jeunes et tous phénoménales dans leur rôle, et extrêmement sympa et extrêmement attachant. On a aussi une superbe mise en scène, notamment avec de très bonnes transitions et de très bons plans séquences, tous dirigés par Andy Muschietti, qui revient à la réal et qui avait déjà réalisé les 2 premiers films au cinéma. Vraiment, à part quelques facilités scénaristiques et quelques décisions connes de certains personnages, la série marche plutôt bien et je m'y attendais pas du tout. Et si vous avez kiffé les films, regardez les séries. Si vous avez pas vu les films, en vrai tant mieux parce que vous pouvez directement commencer par la série puisque le dernier épisode se connecte immédiatement au film et donc du coup vous pouvez directement tout enchaîner d'un coup. Sinon c'est vraiment une des très bonnes premières surprises de l'année. On passe maintenant à la 2e place et pour le coup celle-ci c'est pas vraiment surprenant, mais il y avait quand même quelques inquiétudes. Welcome to the rebellion. Andor saison 2. Alors Andor, c'est un cas tellement intriguant parce qu'on va pas se mentir, cette série c'est vraiment un putain d'ovni. Qui aurait cru qu'une série spin-off sur l'un des personnages secondaires d'un film qui était déjà lui-même un spin-off finirait par être une des meilleures œuvres de tout Star Wars et même une des meilleures séries de tous les temps. La saison 1 était déjà parfaite et excellente, y a rien à dire là-dessus. Mais c'est aussi un peu pour ça que j'étais inquiet pour la suite. Sachant que malgré sa très bonne qualité, la série a malheureusement officiellement flop, ou en tout cas n'a pas reçu les audiences nécessaires pour rentabiliser son budget colossal de 700 millions de dollars. Ouais, ça fait beaucoup. Sans oublier qu'à part Andorre, toutes les autres séries Star Wars ont eu tendance à soit se casser la gueule, soit se faire détester par le public. Donc quand la saison 2 est sortie, la licence Star Wars était clairement à son plus bas. Du coup, cette suite, je l'attendais, mais avec pas mal de méfiance. J'avais peur que la qualité soit réduite, que la durée soit réduite, que le budget soit réduit, et au final, pas du tout. La série est non seulement encore meilleure que la première, et en plus de gueule. La saison 2 suit toujours le personnage de Cassian Andor, qui est désormais entièrement au service de la rébellion, et qui est envoyé dans toutes sortes de missions pour agrandir la force rebelle et découvrir quels sont les sombres agissements de l'Empire sur la planète Gorman. Mais cette fois dans une période beaucoup plus proche de Rogue One, puisque la fin de la série, c'est littéralement le début du film. Andor saison 2, c'est une écriture toujours aussi soignée, des dialogues et monologues exceptionnels, du développement de personnages encore plus complexes, une tension de fou, et une mise en scène et des décors et des costumes à en tomber par terre. Andor saison 2, c'est beau, c'est magnifique et c'est fort. Et la musique pour... Ouais, il y a encore quelques lenteurs et quelques épisodes un peu plus chiants que les autres. Mais Andor reste, malgré ses petits défauts, une anomalie complète dans le catalogue de ce qu'a l'habitude de proposer Disney et surtout Star Wars. C'est une série adulte, intelligente et qui ne prend pas ses spectateurs pour des cons. Un vrai chef-d'œuvre. Maintenant, passons à la dernière série de l'année qui m'a marqué, et en vrai, j'ai un peu triché pour le top 1, je vais pas mentir. Je vais parler d'une série qui non seulement n'est pas encore terminée à l'heure où je tourne cette vidéo, mais en plus, je sais objectivement que la série n'est pas aussi bien que Andorre. Je sais que Andorre est meilleur, ne commencez pas à venir m'insulter dans les commentaires. Donc ce choix, il est très subjectif, et c'est surtout la série dans son ensemble que je place là, plus que sa dernière saison. Found you. Stranger Things saison 5. Ou comme je l'ai précisé juste avant, c'est plutôt la série Stranger Things dans sa globalité. Si j'ai choisi de placer Stranger Things en top 1, ce n'est pas uniquement pour cette dernière saison, mais c'est pour ce que représente la série tout entière. Avec bientôt 10 ans d'existence, c'est une série qui a profondément marqué la pop culture, et une série qui m'a accompagné pendant une décennie entière, du collège à la fac. Et cette année, elle touche enfin à sa fin avec sa dernière saison. Oui, certaines saisons sont moins bonnes que d'autres, oui, tout n'est pas parfait, surtout la saison 5, qui a justement pas mal de défauts, mais Stranger Things reste une série qui m'a marqué personnellement, émotionnellement et avec laquelle j'ai grandi. Et pour ma première grosse vidéo sur cette chaîne, je voulais lui accorder cette place, qu'elle apparaisse au moins une fois dans un de mes tops. Encore une fois, je l'ai choisie parce qu'elle représente pour moi, pas forcément pour ce qu'elle est réellement. Je compte pas d'ailleurs détailler du tout ce que j'en pense maintenant, puisque, comme je l'ai dit, de 1, la saison 5 n'est pas encore terminée, et surtout de 2, j'ai prévu une autre vidéo critique bien complète sur toute la saison 5 et sur la série en global, qui sortira très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. C'est déjà tout pour les séries de 2025. Maintenant, on va passer à un terrain encore plus compliqué cette année et qui va en faire grincer beaucoup d'entre vous, et c'est le cinéma. Oui, 2025 a été une très grosse année côté ciné, mais c'est aussi une année où je me suis pris presque autant de claques dans le mauvais sens
que dans le bon sens du terme. Alors je vais pas plus tourner autour du pot, hein. Les films que j'attendais le plus cette année, c'était Mission Impossible 8, The Final Reckoning, le dernier film de la saga d'action légendaire de Tom Cruise qui signait enfin son départ définitif, le nouveau Superman de James Gunn avec un casting littéralement parfait et un réalisateur que je respecte, hein, tant j'ai adoré la trilogie des Gardiens de la Galaxie, et son film The Suicide Squad, dont j'avais hâte qu'il reprenne le lead du DCU et qu'il reboot toute la merde qu'a laissé Zack Snyder derrière lui. Et il y a aussi Jurassic World Rebirth, nouveau film Jurassic que j'attendais énormément parce que bah, j'adore les dinosaures, j'adore Jurassic Park et je déteste les Jurassic World. Mais quand ils ont annoncé qu'ils feraient un soft reboot avec une toute nouvelle histoire et un tout nouveau cast, et surtout que c'était réalisé par Gareth Edwards, que j'adore, hein, qui a réalisé Godzilla, The Creator et Star Wars Rogue One, dont on parlait juste avant, bah évidemment que là, ma hype, elle était au max, et j'attendais tous ces films avec grande impatience. Et franchement, qu'est-ce qui aurait pu mal se passer? Bah tout en fait. Mission Impossible était un horrible film de 3 heures long, lent et chiant, bourré d'incohérences et de facilité scénaristique à 2 balles, et avec uniquement 2 scènes d'action de tout le film, qui, alors certes, hein, elles sont géniales, hein, mais c'est les seules du film. Superman, lui, était un des films les plus mid et surtout dégueulasses visuellement que j'ai vu de ma vie. Il n'avait aucune âme, aucune esthétique. Superman est traité comme un gamin et un loser. Et il y a trop de personnages, trop d'intrigues qui s'entremêlent et qui n'ont aucun sens. Et les dialogues sont ridicules, génériques et clichés, on dirait qu'ils ont été écrits par des gamins de 4 ans. Et Jurassic World Rebirth, bah c'est pareil, le film est vide, complètement con, prévisible et inutile. Il n'y avait aucune scène mémorable, aucun personnage attachant, aucune vraie tension. Le fameux Direx qui était sur tout le marketing du film ne sert au final à rien et apparaît 5 minutes quoi. Et vous savez c'est quoi le point commun entre tous ces films? Parce qu'ils avaient tous des super réalisateurs qui ont tous fait de très bons films juste avant. Mais tu sais pas pourquoi cette année ils ont décidé de nous pondre de la merde, et en plus tout ça en été. Mais bon, on va se calmer et on va relativiser parce qu'on avait dit qu'on voulait faire une vidéo positive et bienveillante. Dieu merci, dans tout ce chaos, il y a quand même eu de très bonnes pépites qui sont sorties et que j'ai appréciées. Elles sont pas forcément dans le top, mais voyez plus ça un peu comme des mentions spéciales en gros. On a eu le spin-off de John Wick, Ballerina, avec la magnifique Ana de Armas dans le rôle principal. Le film était aussi bon que tous les autres John Wick, visuellement propre, l'action était géniale et c'était très cool à regarder. Zootopie 2, qui était très bon aussi, simple, efficace, toujours aussi intéressant sur son message social, et la relation de Nick et Judy est extrêmement touchante. Mais je dirais quand même qu'il reste en dessous du premier. Et j'ajouterai aussi K-pop Demon Hunter, qui a été la plus grosse surprise de l'année, là où je m'attendais à le détester. L'animation est magnifique, l'histoire est un peu cliché, mais marche quand même plutôt bien. C'est fun, c'est assumé, et surtout les chansons et les musiques sont évidemment folles et elles pètent la classe. It's a takedown, I'ma take you out, you'll break down like what? It's a takedown, I'ma take you out and it ain't gonna stop. 정신을 놓고 touchpad 꼭 하는 새겨놔. You'll be begging and crying, all of you dying, never miss my shot. I don't think you're ready for the takedown. A demon with no feelings don't deserve to live. It's so obvious. Malgré tous ces très bons films, il n'y en a que 3 en particulier qui m'ont réellement marqué et surpris plus que les autres. Et attention spoiler, ça risque d'en décevoir pas mal. Alright, stop! Here's what's gonna happen. Benoit frickin' Blanc and I are gonna ask you all some questions, and you're gonna answer them. We're gonna get to the bottom of who killed Monsignor Wicks and why! And then... That's it! Now, who wants to go first? Wake Up Dead Man, troisième film whodunit de la saga Knives Out, ou À couteau tiré en français, toujours réalisé par le mal-aimé Rian Johnson. Et je pense que c'est probablement le meilleur des 3, et c'est fou comment chaque film arrive à être meilleur que le précédent. Dans Wake Up Dead Man, on suit une nouvelle enquête du détective Benoît Blanc, toujours joué par Daniel Craig, sur le meurtre d'un prêtre qui a été tué dans une église. Et le premier suspect, c'est un autre jeune prêtre joué par Josh O'Connor, qui va être l'assistant et l'associé de Blanc pendant presque tout le film. Encore une fois, je te redis, le film était vraiment très très bon. Mais genre vraiment. Le casting complet est parfait. Daniel Craig en Benoît Blanc, il est incroyable dans ce film, et y compris pour le personnage de O'Connor. L'ambiance, elle est pesante, la mise en scène, elle est très stylisée et propre, la musique, elle est tendue. Le mystère est tellement intéressant, on veut connaître la réponse. Il y a des tonnes de retournements, de fausses pistes, et la révélation finale était pour une fois assez surprenante, et tout était très bien exécuté du début à la fin. Le film dure presque 3 heures et je les ai pas du tout sentis passer. Ce qui en fait sa plus grande force par rapport aux 2 premiers à couteau tiré que j'ai bien aimé, c'est surtout les dialogues cette fois qui sont très bien écrits et qui ont une vraie profondeur biblique et religieuse mélangée à tout ça. Well, the architecture, that interests me. I feel the grandeur, the mystery, the intended emotional effect. And it's like someone has shouted a story at me that I do not believe. It's built upon the empty promise of a
child's fairy tale filled with malevolence and misogyny and homophobia, and it's justified untold acts of violence and cruelty, while all the while and still hiding its own shameful acts. So like an ornery mule kicking back, I want to pick it apart and pop its perfidious bubble of belief and get to a truth I can swallow without choking. Chaque film de la trilogie a un ton très différent et qui pourtant marche avec le mystère qu'il raconte. Et ça colle parfaitement avec le personnage de Benoît Blanc, qui est certes très cliché, mais qui est si fort et si bien joué que franchement il en devient attachant. Le premier film essayait un mixte entre sérieux et comédie, mais qui marchait seulement à moitié. J'avais trouvé le film sympa sans plus. Le mystère était prévisible de fou, et ce qui le sauvait, c'était clairement son casting. Le deuxième film, lui, assumait à fond le côté comédie, ce qui rendait le film super fun. Il y avait une très bonne vibe que j'avais surkiffé. Et ce dernier, à ma grande surprise, il est assez sérieux et sombre, ou en tout cas beaucoup plus que les précédents, et ça le rend du coup beaucoup plus profond et prenant. J'adore ce ton, et j'espère que les prochaines suites le garderont aussi. Maintenant, en deuxième position. Alors ce film-là, je l'ai vraiment pas vu venir, sachant que je suis pas du tout fan de la saga de base. Predator Badlands. Mais qu'est-ce qu'il claque ce film, sérieux. Et vraiment, de base, je le redis, mais je suis pas du tout fan des films Predator. Je les trouve absolument tous moyens, voire pas ouf, y compris Prey, qui était le dernier sorti sur Disney+, par le même réalisateur. Mais là, on a non seulement un nouveau film Predator au cinéma, mais en plus avec le Predator enfin en personnage principal. Et franchement, c'était vraiment génial et ultra kiffant du début à la fin. Le film raconte l'histoire d'un jeune Predator, de leur vrai nom les Yodja, qui est un paria de son clan et qui va se faire exclure pour être un peu un nulos en gros. Et son but dans le film, ça va être de prouver à son clan qu'il est digne d'être un Predator en chassant et tuant la créature la plus dangereuse de l'univers. Et pour ça, il va être aidé d'une androïde cassée en deux, du nom de Tia, jouée par l'adorable Ellie Fanning, qui va un peu lui apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la planète, et sur sa faune et sa flore. Et encore une fois, le film est génial. Les visuels sont magnifiques, les scènes d'action et les combats sont incroyables, la musique aussi est bonne, et vraiment, techniquement parlant, tout est irréprochable. Même le design du Predator est impeccable. On a du mal à savoir si c'est de la CGI ou un costume pratique. L'histoire, elle est certes simple et très ressemblante à celle de Prey. En vrai, c'est littéralement la même histoire que Prey, c'est juste qu'ils ont remplacé l'humaine par le Predator, c'est tout. Mais ça reste que ça marche vraiment bien. Ils ont réussi à rendre le personnage du Predator cool et attachant, malgré qu'il ne parle quasiment pas du film. Et l'androïde est aussi adorable et très drôle et rajoute de la légèreté au film. Et on a donc cette alchimie entre les deux personnages qui fonctionne très bien. Le seul reproche que je pourrais vraiment donner au film, c'est peut-être la fin qui est un peu trop prévisible. Et c'est vrai aussi que l'humanisation presque totale du personnage du Predator peut en déranger certains, et ça en a dérangé certains, mais en même temps, il n'y avait pas d'autre moyen de le faire évoluer, et surtout, en vrai, vu comment il déteste et s'est fait rejeter par absolument tous les autres Predators, c'est pas étonnant que lui-même rejette le fait d'en être un. Sinon, par ça, le film était vraiment excellent. Ni trop court, ni trop long, et ça tisse clairement une suite dont j'ai hâte. Et voilà, c'était vraiment une des très bonnes premières surprises de l'année. Passons alors au dernier film de mon top, et là aussi j'ai grave triché, parce que j'en ai mis 2, mais je suis trop indécis, et j'arrivais pas à me décider entre lesquels des 2 films choisir, donc j'ai mis les 2, et puis basta. Ces 2 films sont assez différents l'un de l'autre, et pourtant font partie de la même saga. Et cette saga, elle est en déclin depuis pas mal d'années, donc c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'attentes. Je pensais que les films seraient soit horribles, ou au pire du pire, médiocres, mais sans plus. Encore une fois, j'ai été vraiment surpris. Je vais aller rapidement sur les 2 films pour pas perdre trop de temps, parce que cette vidéo est déjà bien trop longue. Et on commence du coup avec le top 1.5 du coup. So what, do we all just punch and shoot? We are the Thunderbolts! Thunderbolts. Oui, j'ai osé mettre 2 films du MCU dans mon top. Et alors, Thunderbolts, c'est le film mais que j'attendais mais absolument pas, et qui pourtant a réussi à me réconcilier avec le MCU que j'avais déjà lâché depuis quelques années. Et c'est même pas parce qu'il révolutionne quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il a un ton plus dur, plus réaliste, plus humain, que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a vraiment pris par le cœur et qui m'a surpris en fait. Le film raconte l'histoire des Thunderbolts, un groupe d'anti-héros composé de Yelena, John Walker, Ghost, Bucky et Red Guardian, qui n'ont fait que des choses horribles dans leur vie et qui n'ont rien en commun à part toute cette culpabilité. Et ensemble, ils vont devoir se repentir en sauvant un jeune mec perdu du nom de Bob et stopper une menace bien plus grande que leur petite échelle, du nom de The Void ou le néant en français, qui est l'incarnation et la personnification même de la dépression et de leur trauma. Encore une fois, j'y croyais pas, et pourtant ils l'ont fait. La photographie est très propre pour un Marvel, il y a de très bonnes idées de mise en scène, des plans séquences assez classe, les scènes d'action sont peu nombreuses, c'est vrai, mais c'est pas le cœur du film, puisque le cœur du film, c'est son histoire, et surtout ses personnages qui sont tous attachants, surprenants, captivants, et c'est fou qu'ils aient réussi à me faire attacher et pleurer avec des personnages dont je n'en avais rien à foutre, et dont j'avais même carrément oublié l'existence. Le film a autant de moments sombres que de moments
drôle ou triste et touchant, et c'est super bien balancé. Le film traite de beaucoup de sujets assez dark, comme les traumas, la violence, la dépression, la solitude et la culpabilité, et ça les traite plutôt bien, surtout avec le personnage de Bob, qui est déjà clairement un de mes meilleurs personnages du MCU. Oh no. Hi. Hey. I'm Bob. Et aussi, enfin, un film de super-héros où les héros sauvent des gens, quoi. Enfin. On n'a pas eu ça depuis, je crois, les premiers Avengers, et c'est vraiment ce qui nous manquait de ouf dans le MCU, c'est cet attachement au reste du monde et au public en général. Du coup, oui, c'est déjà un de mes films préférés du MCU. Il m'a même personnellement beaucoup plus touché que le film en top 1. Mais j'ai essayé d'être objectif pour cette fois, et de mettre le vrai film, qui est objectivement meilleur, en top 1. Même si en vrai, les deux films, je les ai tout autant appréciés l'un que l'autre, c'est juste qu'ils sont très différents. What time is it, Ben? No. What time is it, Ben? No, Johnny. Say it! I don't wanna! Say it! Les 4 Fantastiques. Bon bah je vais encore me répéter, mais j'avais vraiment zéro hype pour le film, j'avais aucune attente, j'étais pas fan du casting. Quand ils ont annoncé le réalisateur Matt Shakman qui avait réalisé WandaVision, dont j'étais pas très fan de base, on a aussi eu beaucoup de rumeurs de reshoot, de problèmes de production, et aussi avec tout le drama autour de Pedro Pascal à la sortie. Bref, c'était vraiment un enfer à la sortie du film. Donc le film avait littéralement tout pour me dégoûter, et au final c'est mon film préféré de l'année. Les 4 Fantastiques suit cette nouvelle famille de super-héros dans ce nouvel univers rétro-futuriste, où ils sont tous déjà célèbres, et ont leur pouvoir depuis bien longtemps. Mais un jour, alors que le premier enfant de Reed Richards et Sue Storm vient au monde, une menace cosmique, qui n'est nulle autre que Galactus, se rapproche de la Terre, annonçant sa destruction. Les 4 Fantastiques vont donc devoir trouver un moyen de protéger leur enfant, sauver la Terre et vaincre Galactus. Malgré tout ce que j'aurais pu croire, le film il est finalement fantastique. Oui, j'ai fait cette blague après tout le monde. Et c'est ok. Le casting fonctionne et l'alchimie entre les membres de la famille fonctionne si bien. Les décors du style années 60 rétro-futuriste est parfait et tellement agréable à voir. C'est franchement un des décors les plus stylés du MCU, avec ceux de Loki, qui sont d'ailleurs au final assez proches. Les visuels sont magnifiques, surtout toutes les séquences dans l'espace, c'est spectaculaire de fou. La musique de Michael Giacchino est épique, ultra marquante, et évidemment, le GOAT Galactus était magnifique et terrifiant, et sa voix était parfaite. Pour une fois, Marvel prend le temps de poser ses personnages sans les noyer sous 50 vannes pourries et cringe à la minute, parce que ça devenait vraiment relou. Là, le film est très sérieux, touchant et beau. Et pour les rageux, je le dis dès maintenant, le speech de Storm était meilleur que celui de Superman. Voilà, celle-là, elle était gratuite. I will not sacrifice my child for this world. But I will not sacrifice this world for my child. We will face this together. We will fight this together. And we will defeat this together. As a family. Est-ce que c'est du grand cinéma? Pas forcément, mais est-ce que j'ai adoré? Oui, et ça m'a clairement marqué. Et dans une année où j'ai eu l'impression de subir le cinéma plus que de réellement l'apprécier, ces deux films m'ont vraiment fait du bien, et ils m'ont rappelé pourquoi j'appréciais Marvel autant autrefois. Voilà, 2025 côté film, ça a été très chaotique, frustrant, même parfois énervant, mais au final, il y a quand même eu plus de surprises, de petites pépites et de très belles réussites. Pour finir, on va passer au meilleur terrain cette année, où absolument tout ce qui est sorti était soit bon, soit parfait, et c'est le jeu vidéo. Là, croyez-moi qu'on va parler de chef-d'œuvre. Il y a bien un domaine où cette année a été exceptionnelle et où j'ai pris claque sur claque dans le bon sens, c'est clairement le jeu vidéo. Vraiment, 2025, côté jeu, c'était presque indécent. On a eu une avalanche de bangers, de surprises, de propositions fortes. Il y a eu tellement d'excellents jeux que la plupart se sont fait complètement snobber, voire oublier au Game Awards. Mais avant de passer au top final, qui a été très dur à choisir, il est impossible pour moi de ne pas citer quelques énormes sorties de cette année. On a eu des jeux comme Death Stranding 2, le nouveau chef-d'œuvre de Kojima, exceptionnel, quoique un peu trop prévisible dans son déroulement. On a aussi eu le retour de la saga Mafia, avec Mafia The Whole Country, et cette fois on va directement au cœur de la mafia italienne, directement sur leur terre, en Sicile, dans une histoire beaucoup plus courte, mais plus linéaire, mais aussi du coup plus intimiste et forte. L'histoire elle est certes un peu déjà vue, mais ça marche quand même, et les personnages sont très attachants, et l'ambiance est magnifique. On a aussi eu Kingdom Come Deliverance 2, qui pour moi aurait dû gagner le meilleur RPG au Game Awards. On a même eu un DLC pour Assassin's Creed Mirage Valley of Memory, qui m'a tellement surpris, et c'est sans déconner la toute première fois qu'un Assassin's Creed m'a fait ressentir de l'émotion depuis très longtemps. Et de l'autre côté, t'as Assassin's Creed Shadows, bon,
en ça, c'était pas si mauvais que ça, et il avait un peu du potentiel. Bon, à part la mission Attaque des Titans, et je sais toujours pas ce qu'ils ont fumé là, sérieux, s'il vous plaît, Ubisoft, reprenez-vous, c'est quoi cette horreur? En tout cas, c'était une année tellement riche que même en jouant autant que je l'ai fait, c'était impossible de tout faire et de tout finir. Mais au moins, il y a eu aucune déception, que de très bonnes surprises et de très bons jeux. Et c'est pour ça que sans plus tarder, on commence direct avec mon top 3. Split Fiction. Alors j'ai pas d'autre façon de le dire que de le dire clairement, mais Split Fiction est le meilleur jeu vidéo de tous les temps, dans sa définition la plus pure et la plus originale possible. C'est le jeu le plus fun, le plus cool, le plus beau, le plus original et créatif auquel j'ai joué de ma vie. C'était pas un film, ou un chef-d'œuvre comme d'autres, mais c'est le jeu qui a le meilleur gameplay et le meilleur level design de tous les temps, et je ne déconne pas. Et tant que vous n'y aurez pas joué dans son intégralité manette en main, vous ne pourrez jamais ressentir ce pur génie de game design que nous a concocté le GOAT Joseph Fares avec son 3e, 4e jeu en coop. Et ça c'est le meilleur, c'est que c'est jouable en coop. À 60 fps, fluide et constant, le jeu est magnifique graphiquement, on peut jouer en ligne ou sur le même écran, et avec le pass ami et le crossplay, il n'y a besoin que d'une seule personne qui achète le jeu, et tous ses amis peuvent télécharger le jeu et jouer avec lui, gratuitement. Ah, et en plus il est seulement à 40 €. Ça là. L'histoire n'est pas forcément importante, mais en gros, on suit deux personnages, Mio et Zoé, qui sont deux jeunes écrivaines qui veulent faire publier leurs livres en rejoignant une expérience scientifique chelou qui extrait leurs idées et les met en forme. Mais un accident arrive et les deux se retrouvent coincés dans la simulation et vont devoir s'en échapper. Sauf qu'elles vont avoir du mal à s'entendre et sont assez opposées l'une de l'autre. Pendant tout le jeu, vous allez constamment enchaîner entre monde de fantasy pour Zoé et de science-fiction pour Mio. Le jeu est extrêmement riche et a une rejouabilité quasi infinie. Les niveaux sont tous exceptionnels les uns que les autres et le gameplay ne cesse de se renouveler constamment. On ne s'ennuie jamais. Et la coop est évidemment essentielle au jeu. La musique aussi est folle, et les boss du jeu sont super cool, et surtout le boss final, et même le niveau final entier, c'est de la magie, mon cerveau a explosé, je sais toujours pas comment c'est techniquement possible de faire un niveau comme ça dans un jeu vidéo, c'est bluffant. Un jeu sorti en tout début d'année qui est absolument à faire dès que vous avez l'occasion, que ce soit avec un ami, un proche, peu importe, faites-le. Du coup, Split Fiction, c'est une expérience inoubliable, et je pense que c'est le genre de jeu qui va entrer dans l'histoire sur le long terme, quand plus de gens auront joué au jeu et découvert toute la générosité, la créativité, et l'originalité de gameplay qu'il propose. Pour le top 2, c'est un jeu dont j'avais beaucoup aimé le premier opus, et qui avec son premier trailer m'avait énormément hypé. Sauf qu'après, les premières previews et gameplay sont arrivés, et ça sentait un petit peu le copier-coller du premier jeu, ce qui m'a un peu refroidi. Ensuite, on a eu le trailer de l'histoire, qui semblait aussi redite mais complète, avec des similitudes vraiment évidentes, avec Assassin's Creed Shadows, qui était sorti plus tôt dans l'année. Donc autant dire que juste avant la sortie, ma hype était quasiment inexistante, hein. Mais je lui ai quand même laissé sa chance. Et oui, là encore, je me suis pris une énorme claque. Ghost of Yotei. Bon bah que dire à part que c'est magnifique quoi. J'ai fini l'histoire principale en à peu près 30 heures et même après ça il me restait tellement à découvrir. Le jeu est exceptionnel, graphiquement, visuellement, c'est de toute beauté et c'est sans exagération un des meilleurs open world de tous les temps. Il est presque au même niveau que Red Dead Redemption 2, qui était le dernier open world où je m'étais autant perdu dedans. L'histoire suit Atsu, une jeune femme japonaise qui cherche à prendre revanche sur un groupe de criminels masqués du nom des Yotei Six, qui ont massacré sa famille sous ses yeux quand elle était enfant. Son but va donc être de les éliminer tous un par un en traversant les vastes contrées de la région d'Ezo, au nord du Japon, aux abords du magnifique mont Yotei. Et le jeu, rien qu'avec l'intro, m'a déjà eu et m'a plongé immédiatement dedans. On pensait vraiment pas que l'histoire commencerait direct comme ça et qu'ensuite on serait lâché dans l'open world immédiatement après. C'était vraiment légendaire et j'en ai encore des frissons rien que d'y penser.
le redis encore, mais graphiquement, le jeu est sublime. Les visages et les expressions faciales sont enfin crédibles par rapport au premier. La mise en scène est lourde de ouf et Atsu a tellement d'aura, c'est abusé. Et pour les combats, le studio Sucker Punch a réussi à les rendre encore plus riches, plus précis et plus satisfaisants. Et la musique, c'est encore une fois une des meilleures OST de l'année et même de ces dernières années, c'est fou. Par contre, là où le jeu pêche un peu malheureusement, c'est dans son histoire. L'acte 1, lui, est absolument parfait. L'introduction d'Ayote 6 et de Hatsu sont parfaits, les premiers flashbacks sont très touchants, les 2 premiers boss de l'Oni et du Kitsune ont un flow de malade, l'écriture des dialogues est irréprochable, les enjeux sont présents, on sent le sentiment de vengeance, vraiment tout fonctionne dans le premier acte. Mais, arrivé à l'acte 2, c'est là que la douche froide commence. Le récit devient ultra basique, plus prévisible, plus cliché, les personnages deviennent tous cons et prennent des décisions irrationnelles par rapport à ce qu'ils étaient censés être. Il y a énormément de remplissage pour rien. Les boss finaux ne sont même pas proprement introduits et ne représentent presque aucune menace, en fait. Et on a vraiment la sensation que l'histoire a été énormément rushée. Et c'est vraiment dommage. Mais du coup, pourquoi il est dans le top ? Parce que heureusement, il y a l'open world qui contrebalance absolument tous les défauts de l'histoire. Je le redis, mais Ghost of Yotei possède l'un des meilleurs mondes ouverts que j'ai jamais exploré depuis Red Dead Redemption 2. C'est riche, immersif, vivant, crédible, organique, des événements aléatoires constamment, des PNJ qui nous interpellent sur la route, des indices visuels qui te guident naturellement, comme le vent, les animaux ou la fumée au loin qui nous poussent à explorer et à se perdre. C'est ces détours permanents, sans jamais même ouvrir la carte, qui font qu'on se perde dedans sans même se rendre compte, au point d'oublier complètement la quête principale. Et c'est exactement là que le jeu est le plus fort. Pour vous dire, il y a carrément certaines quêtes secondaires qui sont plus marquantes, originales et intéressantes que les quêtes principales. L'histoire, elle est classique, mais le monde, lui, il est exceptionnel. Donc si vous y jouez, oubliez l'histoire et foncez explorer parce que vous serez toujours récompensé. Et c'est là qu'on reconnaît un excellent open world. C'est un monde qui récompense la curiosité et l'exploration du joueur. Oui, on y est enfin les gens, le dernier jeu de mon top. Et là je sais que j'ai pas été très original, mais je vais pas non plus faire semblant. Donc pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps, parce que mon jeu préféré de l'année et l'œuvre qui m'a le plus marqué, c'est Clair Obscur Expédition 33. Even if we fail, we lay the trail for those who will come after. Right? We are Expedition 33. Clair Obscur, c'est non seulement le meilleur jeu de 2025, mais c'est aussi, honnêtement, un de mes jeux préférés de tous les temps. Et là, c'est pas que pour son gameplay. Clair Obscur, ça raconte l'histoire d'un Paris fantastique, où chaque année, une partie de la population est effacée lorsque leur âge est dessiné par une mystérieuse peintresse sur un géant monolithe au bord du monde. Des expéditions sont donc formées pour aller explorer les confins du monde, percer les mystères du monolithe et vaincre la peintresse. Et ce jeu, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Une direction artistique complètement folle et majestueuse, une histoire si forte, marquante, avec des tonnes de rebondissements, de révélations et de foreshadowing. L'histoire est littéralement presque au même niveau qu'une œuvre comme Dark ou L'Attaque des Titans. Mais ce qui fait encore plus sa force, c'est ses personnages tous tellement bien écrits, attachants, bien joués, crédibles, avec des choix moraux et dilemmes forts, et une mise en scène parfaite et maîtrisée. Et encore une fois, la musique, elle est complètement folle, et c'est une des meilleures musiques de tous les temps, tout genre confondu. Clair, obscur, trouveras-tu, trouveras effet. Clair, obscur, noir et ombre, tu trouveras sans elle. Clair, obscur, trouveras-tu, trouveras effet. Clair, obscur, noir et ombre, tu trouveras sans elle. Même le gameplay en tour par tour, que je déteste à la base dans les JRPG, bah là il est extrêmement dynamique, original, addictif et tellement satisfaisant grâce aux parades et aux esquives. C'est fou comment tout fonctionne et coïncide parfaitement dans ce jeu. L'histoire, la DA, le gameplay, la musique, les personnages, l'ambiance, tout est parfait. Et vous savez ce qui est le plus fou dans Clair Obscur ? C'est que c'est français. Pas mal, non. C'est français.
Mais non seulement c'est français, mais en plus c'est un jeu qui est fait avec le cœur et avec passion, par une toute petite équipe de seulement 33 personnes dans un petit studio à Montpellier. Et surtout, aucun des 33 développeurs présents là-bas n'avait fait de jeu avant ça. Donc là, genre, leur tout premier jeu, c'est littéralement l'un des meilleurs jeux de tous les temps. C'est quel genre de chance unique ça. Ce genre de jeu, ce genre de chef-d'œuvre, cette expérience, on ne la vit qu'une seule fois tous les je ne sais pas combien d'années. Même leur prochain jeu à ce studio, ça va être impossible de faire mieux, voire même aussi bien. Ça va être un enfer à monter ces vidéos, je le sais déjà. Pour conclure cette vidéo, je pense qu'on peut à nouveau dire que c'était une année exceptionnelle, inspirante, même marquante. Il nous a offert tellement de bonnes choses et c'était honnêtement une année qui m'a rappelé pourquoi j'aime autant ces genres. Et forcément, après une année comme ça, on peut pas s'empêcher de regarder vers la suite. Et 2026 s'annonce déjà complètement ouf, avant même d'avoir commencé. Sauf que cette année, j'ai pas envie de la rater, et j'ai envie d'être là. D'être là pour en parler, pour la partager avec vous, pour la vivre avec vous, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et j'avais aussi envie de vous prendre encore un instant. Un instant pour vous dire merci. À tous ceux qui auront regardé cette vidéo, que vous l'ayez regardé jusqu'ici, ou simplement cliqué dessus par curiosité. Merci. Merci aux films et aux séries que j'ai vus et qui m'ont accompagné cette année. Merci aux jeux qui m'ont fait voyager dans des mondes que je ne voulais pas quitter. De réfléchir à des questions que jamais je me serais posées autrement. De ressentir de la joie, du rire, de la tristesse. À toutes ces nuits blanches et heures passées, manette en main. 2025, ça a été une année pleine de hauts et de bas, de surprises et de déceptions aussi. Mais ce que je retiens, c'est que c'était surtout une année riche en émotions. Une année qui m'a rappelé pourquoi j'aime autant créer, pourquoi j'aime partager, pourquoi j'aime autant cette culture qui nous unit tous sans même s'en rendre compte. Merci aux gens qui ont cru en moi, à ceux qui ont été là pour moi même dans les moments les plus difficiles. Merci pour toutes ces discussions, ces rires, ces débats et ces émotions partagées. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, même de loin, et à tous ceux qui me soutiendront même plus tard. Sur ce, c'est ici que cette vidéo se termine, et j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un like, mais déjà rien que le fait de savoir que vous êtes resté jusqu'ici me fait énormément plaisir. La dernière chose que je dirais, c'est que cette année était si spéciale, si unique, que si j'avais l'occasion de recommencer 2025, mais cette fois en me lançant comme je le voulais en début d'année, je pense que je le ferai sans hésiter, et je pense que je voudrais juste revivre cette année-là éternellement en boucle, encore et encore.